Excellent, c'est super comme idée. Bah c'est bon. Bah, c'est parfait. Bienvenue sur Sortie de scène. C'est une vraie rencontre. On se rencontre pour de vrai. Hein. Ouais. On va y aller. On va aller faire un petit tour. Allez, tranquillement. on faire un petit tour. D'écraser personne. Heureusement que je les vois. Ah ouais, non, ça c'est super. Hein. Alors, c'est vraiment formidable d'avoir le petit écran là. Oui, ça permet de savoir un peu ce qui se passe. Puis bientôt, ça y est, maintenant, elle peut se conduire toute seule. Je suis allée dans une Tesla qui conduisait toute seule à San Francisco avec mes filles. On hallucinait complètement. C'était un peu flippant, mais en même temps, c'était incroyable. Quoi. Bah si, il paraît que ça conduit mieux qu'un humain. Jamais pensé vivre ça. Ouais. Alors, il paraît qu'il y a des types qui sont contre, alors ils font des faux panneaux. Ah bon? Oui, parce qu'elle repère les panneaux, les stops, les machins. Ah, oui. Alors ils se mettent devant, déguisés en panneau. Tesla, elle bug. Ouais, ils essayent tout. Hein. Tellement drôle. Mais c'est marrant. Alors, présentez-vous. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Que je me demande des fois. Je suis une jeune femme de 62 ans. Oui. Qui fait plein de trucs. Je suis comédienne, chanteuse, auteure de sketch, chansons, beaucoup de théâtre. Et metteuse en scène, donc voilà, de pas mal de projets. Et j'ai fait beaucoup de télé, de radio, de one-woman show, de pièces avec plein d'autres gens. Et là, je tourne avec un spectacle. J'ai fait pas mal de cinéma, c'est vrai, oui, aussi, disons-le. Et des téléfilms, des machins. Et là... je suis seule en scène avec un spectacle et je mets en scène Barbershop Quartet qui va se jouer à l'Essaillon et encore une Marilyn, mais cette fois-ci la vraie, qui va aussi se jouer à l'Essaillon et que j'ai écrit et mise en scène. Ah super, quelle actualité. C'est marrant, quand j'étais petit, ma mère me disait arrête de faire ton cinéma, arrête de faire du cinéma. Donc il ne faut pas faire de cinéma. Ouais, voilà, c'est ça. Au contraire, moi je ne fais que ça. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé à écrire des blagues, à les dire, à les filmer, à les jouer? Ouais, ce qui fait, c'est qu'au départ, je voulais jouer la comédie. Je voulais écrire aussi. J'ai toujours écrit depuis que je suis petite. J'écris, donc j'étais une enfant assez solitaire, fille unique, avec des parents qui travaillaient beaucoup. Bon. Donc j'écrivais énormément et je m'étais toujours dit que j'allais certainement faire mon métier. Et puis j'ai bifurqué à un moment, je suis devenue architecte d'intérieur. J'ai fait une école à Lyon parce que j'aimais aussi beaucoup le dessin. Vous êtes de Lyon? Non. Je suis lyonnaise. Ah ok, tout le monde ne peut pas être de Lyon, il en faut bien un peu partout. Vous connaissez la plaisante sagesse lyonnaise? Je sais pas. C'est un peu la tradition orale du vieux Lyon. Il y a un petit bouquin de la plaisante sagesse lyonnaise. C'est vrai? Qui dit, par exemple, j'aime beaucoup celle-là, si tu veux réussir dans la vie, il te faut de l'honnêteté et de l'habileté. L'honnêteté, c'est de tenir tes engagements. L'habileté, c'est de ne pas en prendre. Très joli. Il y a plein de phrases. Quand tu t'en iras à Loyasse, Loyasse, c'est le cimetière, le cimetière de Lyon. Quand tu t'en iras à Loyasse, t'auras beau avoir amassé tant et plus, te n'emmènera avec toi que ce que t'auras donné. Ah, joli. J'aime beaucoup. Il faut absolument que je me procure ce petit livre. Ah ouais, il y en a des biens, Donc Lyon, architecture d'intérieur. Architecture d'intérieur, diplôme, travail. Et là, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Où est ton rêve d'écrire et de monter sur scène? Il faut que tu arrêtes tout de suite tout ça et que tu partes à Paris pour faire une école de théâtre. Ce que j'ai fait. Donc, je suis arrivée au Cours Simon, j'avais 23 ans. Cours Simon, ouais. À 23 ans, voilà. Et puis c'est allé assez rapidement en fait. J'ai commencé à écrire. J'étais comique, alors on a des emplois dans les cours. Hein. Alors moi tout de suite j'étais la rigolote. Bon, j'étais ravie parce que j'adore faire rire. Donc déjà j'avais un emploi. Et puis après j'ai commencé à écrire mes propres trucs, à les jouer. Et là, on s'est rendu compte que j'avais aussi un ton, un truc. Et puis, après, voilà, j'ai fait plein de petits cafés-théâtres, beaucoup de chansons. Chachman Comedy Club, ça vous dit quelque chose?
Non. Ah, ça fait partie des petites scènes ouvertes. C'est fini maintenant, mais c'était une des scènes ouvertes. Mais il y a le Field. J'étais au Field. Je faisais le Field à l'époque, c'était au Café de la Gare. Oui. J'ai travaillé pendant des années au Point Virgule. Oui. J'ai démarré au Point Virgule, vraiment démarré là, quoi. J'étais très très jeune. Et j'ai démarré aussi avec Laurent Ruquier. Je travaillais à la radio pour Rien à cirer pendant 7 ans avec Laurent. Voilà, Drucker, tout ça, Patrick Sébastien, tous ces gens. Et puis Froufrou avec Christine Bravo. J'ai fait plein de trucs à la télé. Et puis, voilà. Oui. La télé, c'est un super coup de projecteur, évidemment. Mais qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui arrive en télé, on lui dit voilà, là tu vas avoir cette section à tel moment, tu vas pouvoir faire ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne? Quel est votre conseil aux gens qui déboulent dans ce monde? C'est reste intègre, même si on a envie de te tirer un peu vers le bas pour faire rire, des fois c'est le cas. Ah oui. Reste intègre, parce que quitte à faire moins de télé ou être connu moins vite, reste dans ta ligne, ne bifurque pas pour faire plaisir, pour faire rire, parce qu'il faut s'adapter à l'émission, au genre du truc. Et puis est-ce qu'on parle aussi de censure? Est-ce qu'on dit attention, faut pas aborder tous les sujets? Malheureusement maintenant c'est de pire en pire. Nous à l'époque on disait des trucs incroyables. Aujourd'hui on pourrait... à Coluche, c'est vrai. Ah non mais Coluche, mais même à Rien à cirer, on disait des trucs, on n'en avait rien à cirer, on pouvait tout se permettre. Mais tout se permettre, c'était fou. Et bon, bien sûr, aujourd'hui, ce serait plus compliqué. C'est vrai que dès qu'on se moque ou qu'on tourne en dérision par rapport à des clichés, ce qui est assez souvent le cas pour tourner en dérision, c'est vrai que c'est un peu la facilité, mais quand même, on s'appuie sur des clichés, il y a tout de suite une minorité qui se sent visée. Bien sûr. Et qui se sent attaquée. Alors que, on rigole, mais c'est tout. Oui, ça fait partie du jeu. Après, il faut savoir, il y a aussi quelques limites à pas dépasser. Il faut pas que ce soit trop offensant et que des gens se sentent vraiment directement concernés. Mais nous, on était assez bons enfants. Si on donne le prénom, le nom et le numéro de téléphone, c'est vrai que ça devient un petit peu... Nous, on avait des invités, donc ils étaient là en face de nous. On leur disait des trucs directement à eux. Il y en a qui se fâchaient parfois. Ah, c'est vrai? Bien sûr, il y a des gens qui se fâchaient. Vous avez des anecdotes de gens qui se lèvent et disent ça suffit, moi j'en ai marre. Il y avait Léon Zitrone. Qui était, alors moi, Léon Zitrone, c'est toute ma jeunesse. C'est étrange parce que il y a un truc qui est amusant, c'est que quand vous débarquez à 25 ans dans une émission où on rencontre la terre entière, ce sont forcément des gens que vous avez vus quand vous étiez petite, avec qui vous avez grandi, qui étaient à l'époque. On a un peu l'impression de les connaître. On a l'impression de les connaître, mais ça faisait parce que la télé à l'époque, il y avait 2-3 chaînes, donc forcément les gens qu'on voyait tout le temps, c'était toujours les mêmes. Et d'un coup, on se retrouve face à eux, mais non seulement on est face à eux, mais en plus on doit se moquer d'eux. C'est dingue parce qu'il y a quand même un respect, et c'est intimidant. Moi j'étais gamine. Et là, d'un coup, il fallait écrire des trucs sur eux et tout, et les titiller quand même. Alors, moi, je restais quand même assez gentille. C'était quoi la ligne de conduite? Il y avait un truc, c'est Laurent Ruquier vous demandait il y avait une obligation de résultat. Faut qu'il pleure. Non, forcément, il fallait faire rire avant tout. C'était évidemment la règle, c'était pas choquer ou faire mal, pas du tout. La règle, c'était être drôle. Bon, voilà, c'est tout. Comment on fait pour être drôle? Si je savais. Écoutez, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai apparemment un potentiel comique, mais il n'y a pas que dans l'action, il y a dans l'écriture qu'il faut être drôle. Et l'écriture à la radio, c'est pas du tout la même que celle qu'on utilise pour écrire une pièce ou autre. Il faut que ce soit efficace. L'écriture radio, télé, sketch, efficacité. Donc une phrase, un gag, il fallait que les gens rient tout le temps. Et ça, c'est une gymnastique qui est très, très difficile à tenir. En fait, il y a un rythme imposé par le côté diffusion. Tout à fait. Et très vite, on prend le pli. On sait très bien que quand on va arriver dans une émission pareille, on va pas pouvoir s'étendre à expliquer des choses ou à aller dans les bons sentiments. Il faut être de toute façon efficace. Donc c'est un style d'écriture qui est très formateur parce que moi, ça m'a permis ensuite d'aller un peu plus droit au but et de faire des choses, du coup, plus efficaces dans d'autres styles. Mais c'est un apprentissage très difficile. Est-ce qu'il y a un écueil avec ça, avec l'efficacité à tout prix? Parfois, on peut aussi tomber dans une redondance un peu forcément, systémique. Quand on doit écrire régulièrement, à la limite, si on fait un papier par mois, on a le temps de le travailler. Mais quand on doit écrire 4 fois par semaine,
Ouais, bah oui. On est forcément... On sort toujours un peu les mêmes... et non, mais il y a forcément des trucs dont on n'est pas hyper fier, quand même. Il faut bien le reconnaître. Moi, je ne renie rien, hein, mais il y a des choses, aujourd'hui, évidemment, si je les écoutais, si je les voyais, je me dirais, oh bon, c'était sympa, mais quand même. Ce qui est normal, parce qu'on est sous pression. On n'aime pas, mais que les gens ont trouvé ça très drôle. Hein. Oui, alors il y a un truc qui est marrant, c'est que quand on écrit un papier, alors moi des fois c'était le jour, la veille pour le lendemain, bien sûr, parce qu'on est en plus très sollicité. Moi je faisais aussi de la télé en même temps, j'étais tous les soirs au théâtre, donc je faisais que bosser. Mais quand on écrit quelque chose, parfois on a l'impression qu'on tient le truc. On dit waouh, idée du siècle. Là ils vont être c'est sûr. C'est sûr, sur le papier. Bon, bide, plus ou moins bide, bon. Et alors parfois on écrit les cernes là, il est 4h du mat, on n'a pas d'idée, on balance n'importe quoi, on se dit c'est à chier, je m'en fous, de toute façon faut que j'ai un truc, faut que je finisse, faut que j'aille me coucher, faut que je prenne une douche, enfin bref c'est pas possible. Alors là, ça y est, d'un coup les gens hurlent de rire. Et vous trouvez ça drôle vous? Ah ouais. Voilà. Il y avait, j'en parlais juste avant parce que on parlait de Jouvet, c'est un mec qui a fait 2-3 trucs dans le théâtre. 2-3 petits trucs, Et il disait, voilà, ce soir, le public avait du talent. Et c'est vrai qu'on oublie le public, mais le public, il a un rôle très important à jouer. Le rôle principal. Et en fait, parfois, ils sont mauvais. Hein. Parfois, ils sont anesthésiés. Et d'un soir à l'autre, là, je vous parle de sketch, donc c'était tout le temps des choses différentes. Donc, on pouvait pas savoir si ça allait faire rire le lendemain. Mais quand on joue une pièce dans la même salle, au même horaire, tous les jours, et qu'on fait les mêmes choses, il nous arrive d'avoir des publics complètement amorphes. Il y en a qui rient là, alors que... Et on l'a décalé, et puis d'autres qui démarrent au quart de tour. Pourquoi? C'est une question d'onde, d'énergie. Il y a parfois un moteur dans la salle, quelqu'un qui ose rire. Mais c'est ça, on en parlait justement, il y avait la claque. Il y a la claque. Mais avant, on engageait quelqu'un. Bah oui, mais j'avais raison. Mais quand on en parle, on trouve ça un peu risible, un peu comme ça. Vous avez raison. Mais en fait... Il suffit. Mais c'est-à-dire que c'est un genre de permission, je crois. Il y a des gens, ils sont dans une salle et ils n'osent pas rire parce que ça peut perturber ou que peut-être ça se fait pas. Alors ils ricanent doucement. Bon. C'est ça. Alors que dès qu'il y en a un qui ose s'exclaffer et être complètement extraverti, un bon rire franc, tout le monde se dit c'est cool, on peut y aller. Mais ils se le disent pas vraiment, mais c'est dans l'inconscient. En fait, c'est comme on a une autorisation et donc ça déclenche quelque chose. Et en télé, comment ça? Parce qu'il y avait pas toujours un public dans les émissions, etc. Si, souvent, et il y a des... Mais c'est un public un peu trié, il y a des chauffeurs de salle. Et voilà. Il y a des gens qui disent... Parce qu'on a besoin que ce soit efficace. Applause. Bon, ça n'allait pas jusqu'à rire, mais quand même, le public était encouragé à réagir. Quand même. Donc, Et oui. Donc il y a justement le retour quand il n'y a plus ça. Ça doit faire aussi un peu un choc quand on est habitué à ce que... C'est sûr. Une vanne qui est assez drôle, motivé par quelqu'un qui chauffe la salle et un public qui est joyeux de se laisser aller à rire. Et on revient ensuite dans une salle où il n'y a plus de chauffeur de salle. Mais on vidéo et débat tout le temps avec nos métiers, mais pas que avec la réaction du public. On est tout le temps sur le fil parce que on sait jamais de quoi demain sera fait. On sait pas si on va avoir du travail l'année prochaine. On sait pas si le public va continuer à vous aimer, à vous suivre. On sait pas si on aura l'énergie, la foi, parce que c'est un métier où il faut vraiment y croire. L'énergie physique pour continuer à être en scène. On ne sait rien. Moi, je sais que je vais avoir quelques dates là. J'en ai pas mal qui viennent, mais l'année prochaine, je sais pas ce que je vais faire. Et je sais pas si je serai encore assez en forme pour avoir réellement l'envie de remonter un truc, de remonter sur scène, de refaire un truc en solo. Après, c'est un métier qu'on peut faire toute sa vie. Hein. Ça, c'est vrai que... On peut, mais... C'est Galabru qui était jusqu'à 80... on peut. Regardez Judith Magre, elle est encore en scène. Je crois qu'elle a 95 ans. Peut-être même plus. Une femme extraordinaire. Mais voilà, du coup, on sait rien. Bon, alors, de toute façon, on sait rien dans la vie. C'est ça. On sait rien de toute façon et tout peut changer d'un jour à l'autre. Mais il ne sait pas peu celui qui sait qu'il ne sait rien. Voilà, c'est très bien. Je note encore une bonne phrase à noter. J'en ai quelques-unes comme ça. Je sors toujours les mêmes. Mais bon, comme ça change à chaque fois. Je suis extasiée, tout simplement. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien, parce que je prépare pas. Parce que le problème, si je prépare, c'est qu'on pourra voir que j'ai mal préparé. Alors que là, et puis du coup, ça reste spontané. Et
voilà ce que j'aime bien. Bon, en plus, moi, je conduis quand même, donc je peux pas non plus. Mais ça me permet aussi voilà, d'être un peu de la vision du spectateur, d'être un petit peu le chauffeur de salle quelque part. Et puis on se rencontre. Moi aussi, je parle un peu parce que je suis du métier, d'une famille d'opéra. Moi, j'ai fait de la mise en scène aussi d'opéra, etc. Donc c'est un truc un peu de famille. Ah, plutôt dans l'opéra du coup. Ouais, plutôt l'opéra. Mais j'ai été justement pas mal au Changeman Comedy Club et j'ai rencontré justement celle qui tenait ça. C'était Françoise Deldic et elle avait été danseuse pour Bourvil. Et mon grand-père engageait Bourvil parce que mon grand-père était le dernier directeur d'opéra en concession. J'ai déjà raconté, donc je vais aller vite là-dessus, mais juste pour vous le dire parce que vous ne savez pas. Non, ça m'intéresse. Et du coup, ce que je trouvais génial, c'est qu'il engageait Bourvil lundi, mardi et des chansonniers, n'importe qui, pour faire les imbéciles sur scène. Il remplissait les caisses. Et Bourvil avait un bon cachet, il était content. Ensuite, il engageait Bourvil, parce que Bourvil savait bien chanter, pour faire les rôles comiques dans les rôles d'opérette, Fifi, les Offenbach. Il faisait les rôles d'opérette parce qu'il savait chanter. Il devait être incroyable. C'était le clou du spectacle. Il avait les jeunes chanteurs qui apprenaient leur métier dans les rôles d'opérette, les sopranes qui commençaient à avoir un peu de bouteille, il leur donnait les premiers rôles et tout. Et là, avec ça, il équilibrait à peu près le budget parce que bon, voilà, les gens trouvaient ça sympa, les opérettes, c'était en français en plus et tout. Et ensuite, il perdait de l'argent avec l'opéra, mais c'était équilibré sur la semaine en fait. Oui, je vois. Et puis il jouait tous les soirs. Ouais, c'était une époque où il était hors de question que l'on ne lève pas le rideau en fait. Incroyable. C'est là où on gagne de l'argent. Ouais, bien sûr. Et c'était après, c'est devenu forcément subventionné, mais là je parle de l'opéra. Il y avait 40 personnes dans la fosse, 30 sur scène. Mais c'était une époque aussi, pareil, à l'Opéra Garnier. Il y a des histoires comme ça. Faut se mettre les chœurs, non pas les chœurs, les figurants étaient sélectionnés 2 heures avant le spectacle, et ça changeait tous les soirs. Ah bon? On allait à l'entrée des artistes. Les gens venaient et on il y avait leur disait, un mec qui gueulait, qui disait bon, vous deux là, non, vous êtes trop petits vous. Vous, ouais, venez ici. Oh, c'est dingue. Faites voir. Ok, très bien, vous allez faire un soldat. Vous. Non, et on les habillait. On les habillait sur place et puis ils se retrouvaient en plateau. Les mecs, ils avaient un petit cachet vite fait quoi, en cash. Et enfin, je sais pas, j'ai pas vu les contrats, mais voilà. Et ils se retrouvaient sur le plateau devant 1800 personnes. Ah, bah, je savais pas ça. Et donc il y a des trucs assez dingues parce qu'il y a des mecs qui avaient jamais fait ça de leur vie, qui s'étaient retrouvés là pour un concours de circonstances. Et donc ils connaissaient pas. Il y a plein d'histoires comme ça où à un moment il y a un mec qui doit venir, je crois que c'est dans Carmen, et il casse le tonneau pour que le vin jaillisse sur scène. Et donc il vient et puis il y a un accessoiriste qui est dans le tonneau puis qui souffle pour souffler le bouchon et que le vin jaillisse. Et là, il y a les 2 figurants qui n'ont pas écouté pendant le petit raccord et qui sont devant le tonneau, qui gênent l'accès. Et donc, il y a un des régisseurs qui est en coulisses et qui dit « Dégagez le tonneau ! Dégagez le tonneau !» Donc les 2 mecs, c'est dans le réel RD, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Dégagez le tonneau !» Comment ça, dégager le tonneau ? Je sais pas. Bon, ils ont pris le tonneau, ils se sont barrés. Donc on a vu le mec derrière avec le tuyau qui était à vue. Enfin, des trucs comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien aussi dans le spectacle vivant, c'est l'erreur. Bah, bien sûr. Parce que le spectacle vivant, c'est humain. Et l'erreur. Les gens adorent l'erreur, ils guettent. Ben oui. Et il y a même des comédiens qui font semblant d'avoir des fous rires ou des trucs. On en a connu quelques-uns. C'est de la grosse ficelle, mais bon, franchement, aussi. Bon. Ah ouais, mais de temps en temps, pourquoi pas. Enfin, moi, j'ai envie de dire, justement, si ça détend et puis que ça permet aussi de faire passer d'autres trucs intéressants. On parlait de Guitry juste avant, c'était ça, Guitry, c'était très léger, puis en même temps, il y avait quand même une sensibilité, une nuance, quoi. Ouais, évidemment. Mais bon. Donc, qu'est-ce que ça raconte votre spectacle à l'Essaillon? Alors, Barbershop Quartet. Oui, Barbershop. C'est super, Barbershop. Alors, Barbershop Quartet, ça existe depuis très longtemps. C'est un groupe qui existe depuis une 20aine d'années. D'accord. Même peut-être bien plus, parce que j'avais emmené mes enfants, ils étaient... Non, c'est encore plus ancien, peut-être 25 ans. Et alors, ils ont toujours été 4, mais il y a 2 des membres qui sont restés, il y a 2 nouveaux. D'accord. Voilà, donc il y a Marie-Cécile Héroux-Robin qui, elle, est là depuis le début, qui a créé la compagnie, avec un certain Bruno à l'époque. Et puis, il y a Xavier Villesec qui est là depuis très longtemps. Et ils ont engagé là, pour créer le nouveau spectacle, Clémence Paquier, qui est magnifique chanteuse, très drôle, et Guillaume Nocture, qui est musicien, chanteur, comédien, voilà, formidable aussi. Multicaractère. Ils ont tous plusieurs casquettes.
Marie-Cécile, elle chantait uniquement, et moi je lui ai écrit des choses pour qu'elle parle, pour que son personnage devienne vraiment réel et parlant. Vous êtes metteuse en scène, mais aussi Je suis l'auteur de la trame, de l'histoire, oui, c'est ça. Et aussi de quelques chansons. Oui. Voilà. Et comme j'ai vu qu'il y avait ces deux nouveaux qui arrivaient, qui étaient plus jeunes que les deux anciens, je me suis dit, tiens, on va créer quelque chose sur les conflits de génération. Donc ça s'appelle Génération Barber, et il y a tout un tas évidemment, les jeunes gens au début sont dociles parce qu'ils arrivent dans un groupe où ils connaissent pas trop les repères, etc. Et puis petit à petit prennent le pouvoir. Oui. En essayant d'évincer les autres, les vieux, qui sont un peu ringards. Et voilà, et c'est bon enfant, c'est un spectacle tout public. C'est très drôle, c'est très drôle. Moi, je ne me lasse pas de les voir. C'est incroyable parce que j'ai travaillé avec eux pendant des mois. On a travaillé au peigne fin. Je peux vous dire que il n'y a pas une fausse note. Leurs voix sont magnifiques. Leurs personnages sont très bien campés maintenant. Les gens suivent l'histoire, ils s'amusent beaucoup. Bon, voilà. Et en même temps, moi, je me fais toujours cueillir à chaque fois. Il y a une mimique, un truc, une petite précision, une petite virgule qui me saisissent et je m'amuse beaucoup. Et c'est vraiment, oui, c'est du tout public. Ça peut aussi être pour les enfants. C'est très drôle. Et alors, pourquoi vous avez fait ça, ce spectacle? Comment ça s'est... C'est une question de hasard. C'est un peu comme toujours dans ma vie, d'ailleurs. J'ai pas du tout cherché. Ouais, voilà. Bah, je suis amie avec Xavier Villesec depuis très longtemps. On a démarré ensemble au Café Théâtre. On avait genre 25 ans au point virgule. Oui. Et on s'est un peu perdu de vue. Bon, c'est le métier, mais on se perd jamais vraiment de vue dans le métier parce que d'abord il y a Avignon, qui est le festival où nous allons tous depuis des années, où on peut enfin se croiser, se parler, parce que sinon on est en tournée ou on ne fait pas en même temps. Oui, c'est vrai que c'est un lieu d'échange et de rencontre rapide, difficile, mais c'est vrai que tout le monde... C'est l'endroit où les comédiens se retrouvent. Et donc Xavier et moi, on s'était jamais vraiment perdu de vue. Et puis on se revoyait comme ça, et un jour il m'a demandé si je voulais pas faire la mise en scène de Barbershop Quartet parce qu'il n'y avait jamais eu de metteur en scène avant. D'accord. Mais comme les deux anciens membres avaient quitté le groupe et que c'était eux qui voulaient pas de mise en scène, ils voulaient faire. Mais là, Xavier a dit non, moi je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui nous dirige. Oui. Et surtout, j'ai juste des chansons, mais moi j'ai voulu écrire une histoire. Moi je suis une raconteuse d'histoire. Ça me frustre j'adore leurs chansons et il y a des choses très drôles, mais j'ai besoin qu'on me raconte quelque chose, qu'on m'emmène. J'ai besoin de ça, que les personnages soient forts, soient vraiment bien dessinés et attachants aussi, et qu'ils aient leurs failles, leurs colères. C'est quoi une bonne histoire pour vous? Oh, c'est une histoire qui emmène les gens, hein, qui tient en haleine, tout simplement. Ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où c'est bien raconté, où il y a des trouvailles, une histoire qui surprend, ou même une histoire tendre, ou une histoire qui touche, quelque chose qui fait que les gens, ils sont dedans, ils rentrent. Ouais. C'est un voyage, en fait. Ils partent avec vous, et après, ils oublient tout. Ils sont dans l'histoire. Ça, c'est magique. C'est comme un bon film. On rentre, et c'est fini. Il n'y a plus rien qui compte. Et parfois, en fait, ça se joue à... C'est le petit truc qui va nous accrocher, le truc inattendu, qui est nouveau, qui est un nouvel angle. Mais parfois le plus intéressant d'ailleurs, c'est de trouver des choses nouvelles sur quelque chose d'extrêmement connu. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on connaît très bien, mais pourtant on n'avait jamais vu sous cet angle. Voilà, il y a ça, il y a aussi le fait qu'on se sente concerné. Aussi. Les gens se reconnaissent quelque part. Ouais. Moi, dans La Valise, mon spectacle en seul en scène, je raconte ma famille, je raconte l'énorme succès de mon père dans la peinture, etc. Mais les gens, ils voient aussi des membres de leur famille. Moi, je me disais au début, pourquoi je vais faire ça alors que les gens, ils s'en foutent de mes... Mais pas du tout, en fait. Ils se reconnaissent dans les personnages. Ouais. Ils reconnaissent des gens qu'ils ont connus. C'est toujours des choses... Ce qui nous touche, c'est ce qu'on a connu, c'est ce qu'on a vécu. Les émotions fortes sont des émotions souvent qu'on a ressenties. Peut-être pas forcément dans le même contexte, mais en tout cas, ça nous parle parce que nous-mêmes, on est concernés. Oui. Et voilà, donc les chansons de Barber, elles parlent de sujets de société. Et l'histoire, elle parle aussi de sujets de société, forcément, puisqu'il s'agit de générations. Et bah voilà, moi je pense que c'est tout à fait universel et que
et que ça touche tous les âges. Il y a une chose à laquelle je tiens, enfin de plus en plus d'ailleurs en travaillant, c'est que les spectacles soient accessibles à tous. Alors c'est pas dans la vulgarisation du mot populaire, mais moi j'aime bien populaire. J'aime bien populaire, c'est le peuple. Populaire, enfants, personnes âgées, famille, jeunes gens. Oui, les gens qui sont là dans la vie. Mais c'est génial quand on voit un grand-père qui rigole avec son petit-fils en même temps c'est génial. Moi j'adore. C'est pour ça que j'ai fait des spectacles pour enfants. J'en ai fait pendant des années. J'ai fait 8 albums de chansons. Oui. Parce que ça me touchait de voir des enfants rire avec leur famille, avec les grands-parents, avec les grands frères et sœurs. J'adorais ça. Oui. C'était pas élitiste. Voilà. Et Barber, c'est pareil. C'est un spectacle tout public. Mais élitiste, quand je me dis, parce que parfois je rebifurque sur l'opéra. L'opéra peut être perçu comme quelque chose d'élitiste, alors que le grand époque de l'opéra, tout le monde chantait, tout le monde était musicien et tout le monde chantait dans la rue. Et oui. Et donc c'était très populaire. Mais c'est devenu de plus en plus presque inaccessible pour certaines personnes qui pensent que elles n'ont pas le droit à ça, que c'est pas pour elles. Oui, alors je pense que moi je suis assez opposé aux transpositions systématiques. Je pense qu'on dénature les œuvres et on complexifie ce qui se passe dans l'histoire à le transposer. Oui. Et on devrait le rendre accessible, mais pas en simplifiant, mais en étant efficace en fait. Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Parce que j'essaie de pas trop enfreindre le code de la route. Là, je sais pas. Ouais, je pense. Ah si, il y a une flèche. Il y a une flèche sur le sol. Moi, oui, parce qu'en fait, je vous ramène chez vous. Je vous raccompagne. Vous me raccompagnez. Mais je sais pas où vous habitez. Donc j'habite. Embêtant. J'habite d'où on vient. Ah bah alors, allez, ça y est. Non, j'habite rue François Miron. Ah oui, c'est ça. Je mets rue François Miron et ça marchera? Ça va marcher. Alors, je vais dicter. Rue François Miron. 1,5 ou 1,4. Place Saint-Gervais, 7504. Oui, mais place Saint-Gervais, c'est très bien. Bon, allez hop. Je suis à côté de chez moi, ça ira très bien. Ah, bah il y avait une voiture qui voulait avancer. Voilà. Bon, bah super, on fait ça. Et donc, on a le temps, on va pouvoir se balader un peu. Oui. Dans les embouteillages de Paris la nuit, c'est formidable. mais donc, oui, vous avez fait ce one man show qui joue toujours ou La Valise tourne encore beaucoup. Oui, j'ai c'est ça que vous avez comme date. Oui, c'est les dates. Parce que là, en fait, vous avez fait la mise en scène, mais vous n'êtes pas vous en scène. Vous n'êtes que dans la salle. Je ne suis pas en scène. Je rectifie des petites choses. Vous faites des notes. Je prends des notes. Là, il y a Damien qui vient d'arriver dans le groupe, qui va remplacer Guillaume Nocturne. Oui. Et donc, je suis là pour voir ce qu'il fait. Il était d'ailleurs formidable aujourd'hui. Bon, après, moi, je lâche pas les spectacles que je mets en scène. Hein. Je continue à les suivre. J'ai mis en scène Eric et Quentin il y a pas très longtemps, qui ont joué à Paris. J'étais là à chaque fois. Oui. Je reste avec les gens avec qui c'est normal. Je fais partie de l'équipe. C'est un voyage aussi avec eux. Donc, bah oui. Moi, je suis pas du style à faire le boulot et à leur dire débrouillez-vous. Ouais. Et puis je vois l'évolution, et puis il y a toujours des petites choses. Il y a des trucs qu'on trouve en plus au plateau. Tout le temps, les voyant 1000 et 1000 fois, je me dis tiens, on pourrait faire ci et ça. C'est tout, on peut tout le temps améliorer. Ouais. Et ça, c'est passionnant, c'est génial. Ouais. Même quand on croit que c'est bon, c'est calé, tout va bien. Je suis allée les voir, ils jouaient à Targon dimanche après-midi, j'étais avec eux. C'est à côté de Bordeaux et c'était une très grande salle et j'ai vu 1000 choses encore. Oui, parce que la taille de la salle aussi a une influence sur le spectacle. Bien sûr. On ne s'adresse pas de la même manière quand on est dans une 100 places que quand on est dans une 1000 places. Tout à fait, c'est vrai. C'est pas du tout pareil. Et donc du coup, voilà, c'est une aventure qui est sans fin. Moi, j'aime rester avec eux. Ouais, c'est un peu comme avec la caméra. Les acteurs de cinéma, ils ont ça comme conscience, c'est la proximité de la caméra. On joue pas de la même manière en plan large qu'en plan serré. Tout à fait, c'est vrai. Et c'est pareil en fait avec les salles. Hein. C'est pareil avec les salles. Et ça peut être drôle de jouer dans une 20 places comme on joue dans une 1000. Il y a des gens qui le font. Ce serait intéressant. Et j'ai vu en vidéo en fait, je mens un peu, des chanteurs, acteurs jouer dans des 2000 places comme dans des 30 places.
mais avec une maîtrise absolue. C'était. Et peut-être avec un micro. Non, mais c'était chanteur d'opéra. Je dis ça, il y avait quand même le coffre. Mais par contre, le geste était extrêmement précis. Il y avait juste les doigts qui bougeaient. Joli. Mais lui, il faisait rien. Mais les gens sont très attentifs du coup. Tous mais c'est génial. Et ça, c'est savoir, c'est sentir où le public regarde, hein, et où est-ce qu'il est avec nous quand on fait ça ou pas. Donc ouais, de toute façon, le spectacle vivant, c'est vraiment ça qui est beau, je trouve, c'est l'échange entre le public et les acteurs. C'est notre moteur, c'est notre récompense et ça peut être notre souffrance aussi. Qu'est-ce qui fait souffrir le manque de réaction et le manque de public surtout, parce que depuis Covid, il faut bien reconnaître que c'est quand même pas évident. À part à Avignon, il y a de plus en plus de monde, les gens sont très friands de spectacles. Moi j'ai le sentiment qu'on a fait une petite courbe en cloche, comme ça arrive souvent. J'ai monté ce média sortie de scène, parce que moi je suis dans le métier aussi, mais parce que je pensais que c'était vraiment d'avoir une espèce d'étalon à spectacle. Et le pari fou, c'est de faire tous les types de spectacles. Du stand-up, là j'ai filmé les Folies Grusses, de l'opéra, des toutes petites salles, des grandes salles, vraiment de tous des chapiteaux. Donc c'est difficile pour l'algorithme parce qu'il a un peu du mal à comprendre. mais l'idée c'était ça, et je pense qu'on va revenir encore plus au spectacle vivant parce que l'IA peut aujourd'hui faire jouer DiCaprio en tchécoslovaque dans des décors de Star Wars. Mais c'est vertigineux. Hein. On peut pas avoir quelqu'un en face de nous qui vit, et même si les robots bougent très bien. On n'est peut-être pas indispensable, mais on est irremplaçable. Oui. Ouais, c'est vrai. Donc et voilà, je pense qu'il faut, mais par contre ça demande un effort, c'est-à-dire que faut sortir de chez soi, il faut lâcher son téléphone, et revenir voir des gens. Il faudrait trouver un moyen pour que les gens comprennent, pour organiser ça. Alors là, on fait beaucoup de choses où on fait participer le public, ce qui est pas mal. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, le public participait de base. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils s'exprimaient, les gens. Pas besoin de les faire participer. Ils étaient tout à fait, ils faisaient partie du spectacle, ils s'exprimaient. Mon grand-père est devenu directeur d'opéra parce que il a arrêté d'être chanteur, parce que il s'est pris des tomates à Marseille. Les vraies tomates. Ah oui, il chantait un baryton d'opérette séducteur au milieu de plein de sopranes, et à un moment, extinction de voix. Plus rien. Le pauvre. Tomate, hein. Ça rigolait pas, hein. Ah non. Mais je trouve ça bien en même temps, parce que parfois il y a des spectacles qui c'est pas bien, je trouve, et il faut le dire, mais on peut plus, on a tellement peur et tout, on dit pas. Il y a tellement de critères qui font que les gens viennent ou pas. Il y a les gens connus, il y a les têtes d'affiche qui font parfois des choses nulles, mais comme c'est des têtes d'affiche, les gens viennent. Il y a des spectacles extraordinaires, mais il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'attaché de presse, il n'y a pas de moyens, donc ça passe à la trappe. Il y a tellement pas de règles, hein. C'est très difficile. Ouais, c'est vrai. C'est injuste. Il y a beaucoup, c'est ça aussi. C'est un métier très injuste. Il y a tellement de monde. Chaque année à Avignon, il y a 200 spectacles de plus. C'est énorme. Ça devient énorme. J'ai l'impression que la terre entière veut faire ce métier. Et les gens sont fous, faut arrêter. C'est trop dur, arrêtez. Mais parce qu'en fait, c'est naturel. Les enfants sont comédiens. Bien sûr. Et donc... on est tous comédiens, de toute façon. Déjà, de toute façon, on est tous comédiens dans la vie, mais le fait de monter sur scène... c'est-à-dire qu'à un moment, il paye, quoi. Donc, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà. Mais le fait de monter sur scène, c'est peut-être... il y a peut-être un côté narcissique, il y a peut-être quelque chose qu'on doit réparer, un besoin d'amour, de reconnaissance, certes. Mais c'est aussi quelque chose qui fait extrêmement grandir. Moi, j'ai beaucoup évolué avec mon métier. Heureusement que j'ai eu ce métier. Par la difficulté que c'est. Difficulté, ténacité, confiance en moi, maîtrise du trac, acceptation de mon être physique, de mon corps, que des gens me regardent. Et tout ça, c'est des choses qui m'ont fait énormément grandir. Vraiment. Je sais pas, si j'avais pas fait ce métier, ce que je serais devenue. Moi, ça a été salvateur pour moi. Et puis l'hygiène de vie aussi, parce que quand on aime bien picoler, sortir, la fête, tout ça, mais quand vous allez jouer le lendemain, c'est pas possible, surtout en vieillissant. Moi, je l'ai fait, ça, à une époque, j'avais bu pour d'aller jouer,
j'ai joué. C'était pas du tout comme je... Non, c'était horrible. Hein. Non, mais c'est horrible. Ça l'a fait. Les gens, je pense pas qu'ils ont vu une grande différence. Oui, mais alors moi, on souffre. C'est pas la peine de s'infliger ça. Ah ouais. Non, mais voilà. Donc effectivement, tout ça, c'est très tentant. Et même pour des gens qui ont du mal à s'exprimer en public, qui sont timides ou quoi, le fait de faire de la scène, c'est pas forcément pour en faire un métier, mais ça aide énormément aussi. Ouais. Oui. L'art de la rhétorique, de s'exprimer, c'est crucial. C'est crucial de se faire entendre, d'articuler, Oui. C'est voilà, intéressant tout ça. Mais d'exprimer sa pensée en fait elle-même. Mais je pense que même le fait d'être capable d'exprimer sa pensée à l'oral aide à la pensée à se former. Oui, aussi. C'est les deux ensemble. Hein. C'est les deux ensemble. C'est pas on pense et ensuite on exprime. C'est parce qu'on exprime qu'on peut penser, je pense. Oui, aussi, oui, bien sûr. Bon, il y en a, c'est l'écriture. Il y a d'autres manières. Hein. Il y en a qui pensent en musique. Oui, aussi. Mais c'est vrai que c'est comme ça en fait, quand on pense, on opère son cerveau, et quand on travaille, je parlais de ça justement, il paraît que là, les IA, c'est incroyable. C'est quand même intéressant parce que ça copie des modes de fonctionnement humains. C'est assez fascinant, ça fait peur, mais c'est vraiment fascinant. Et il y a des IA à qui on a des requêtes, on leur dit fais ça, et fais-le bien, et recommence, et recommence, et fais pour que ça fonctionne. Et l'IA fait fonctionner le programme informatique au lieu de demander de faire. Et ensuite, on lui dit, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire ce programme informatique? Est-ce que ce serait possible de le faire? Et là, l'IA va dire non. Donc en fait, quand on lui dit de le faire, elle le fait. Parce que c'est un ordre, donc elle obéit. Et quand on lui dit, est-ce que c'est possible de le faire? Elle accède à la littérature, tout Internet. Et si ça n'a jamais été fait, elle va dire, non, c'est pas possible. Et donc, c'est un peu comme... il ne savait pas que c'était pas possible, donc il l'a fait. Ah oui, c'est ça. Ce texte. Et donc, on a aussi des choses qu'on en prend conscience en les faisant. On ne peut pas le visualiser dans notre tête avant de l'avoir expérimenté physiquement. Et donc là, c'est un truc qu'on vérifie avec les IA, mais voilà, c'est tous les jours. Oui. Mais bon, après, on verra si les IA sont capables d'écrire des spectacles drôles. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont un peu de retard là-dessus. Ils sont capables de faire des programmes. Ça va pas tarder. Sur les blagues, c'est un peu bateau quand même. Ça fait un peu peur quand même, j'avoue. Il y a tellement de gens qui vont se retrouver sans métier avec ça. Moi, je pense que ça va faire des nouveaux métiers. Ça va faire des nouveaux métiers, mais il va falloir s'adapter. Des nouvelles activités. Il va falloir s'adapter vite fait. Parce que ça va très très vite. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le côté quand même en attendant. Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont déjà sur le côté? Oui, mais je pense qu'on a dans notre société très administrative. Je pense aux scénographes, aux graphistes, aux gens qui font du doublage. Je pense que les journalistes ont justement du travail. Ont du travail, mais les journalistes, c'est aussi difficile d'être journaliste dans notre époque. Parce que comme... je sais plus qui c'est qui avait donné une définition du journalisme. Tout texte, un texte qui est écrit et qui est publié lorsque quelqu'un veut pas que ça soit publié. C'est ce qu'on appelle du journalisme. Oui, c'est ça. C'est très bien. Sinon, c'est de la communication. Je note encore une phrase intéressante. Sinon, c'est de la communication. Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup de journalisme aujourd'hui? On peut se poser la question. Après, au-delà d'être journaliste, déjà de poser des questions. Je trouve que c'est bien et de poser certaines questions. Oui. Mais ça va tellement loin parfois dans la peur de choquer que de poser certaines questions devient problématique même. Alors que, on a aussi, en fait, je pense qu'on est dans une société prise par la peur. On a même peur de plus être d'accord entre nous, alors qu'on n'est forcément pas d'accord. C'est normal. Quand on travaille, j'imagine, ça s'est certainement bien passé, vos répétitions, mais il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord. Non, mais tout à fait. Et c'est bien, en fait. Et c'est bien. Le tout, c'est d'être pas d'accord avec courtoisie. Oui, voilà. C'est ça. On commence à casser des instruments. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut le dire gentiment. Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Mais c'est l'art de la communication, justement, l'art de la rhétorique. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont capables c'est dans le texte de Don Juan, où il parle avec Sganarelle et il lui dit les choses, et l'autre lui dit, mais je suis pas d'accord avec vous, mais
c'est tellement bien dit que je sais pas, j'ai l'impression de l'être. C'est ça. Comme vous tournez les choses. Oui, c'est ça. D'un coup, là. Et ça passe, je pense, par le conflit. Et j'ai l'impression qu'on a tellement peur aussi du conflit qu'on va finir par en avoir un gros. Oui, bon, de toute façon, on est déjà mal barré au niveau des conflits là en ce moment. Mais il faut les résoudre, mais il faut que ce soit en prise directe, quoi. Et c'est ça qui est justement, je trouve, au public, même si, comme on disait, parfois le public a du mal à se dérouiller, mais normalement. Alors, les publics d'enfants, vous connaissez? Bien sûr, j'ai fait ça pendant des années. Ça, c'est carré. Oui, c'est drôle, vraiment, et ils se forcent pas à rigoler. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est justement intéressant. Moi, j'avais vraiment besoin d'aller vers cette vérité. C'est fou, quand j'ai commencé à faire ça pour les enfants, j'avais très peur. On parle de peur. Alors moi, j'avais qu'une peur, c'était de jouer devant des enfants. Mais c'est bien d'avoir peur. Après, il faut la surpasser. Chanter pour eux, enregistrer des albums, ça, ok, super, on est en studio, on est bien protégé derrière la vitre. Ouais, c'est ça. Ils vont pas nous lancer leur doudou à la tronche. Bon, donc, après, les doudous, c'est nous, donc ça va. Mais après, quand on est face à eux, c'est autre chose. Et je voulais pas, moi, j'avais peur. Ouais. Et quand j'ai franchi ce pas, je me suis tellement amusée parce que cette sincérité était complètement communicative. Ça veut dire que moi, j'avais aussi 10 ans d'un coup. Je pouvais me permettre. Je me sentais pas ridicule de faire des choses. On était complètement libres, eux et moi. Et moi, c'était vraiment une fontaine de jouvence, quoi. Chaque fois que je jouais devant eux, je m'éclatais. C'était formidable d'ailleurs. C'est une période extraordinaire de ma vie. Il y a ça aussi, je pense, dans notre époque. On fait une petite critique, mais je trouve qu'on n'intègre plus assez les enfants dans nos vies. Moi, je me rends compte dans certaines soirées, non, pas d'enfants, parce que. Oui. Moi, j'ai toujours emmené les miens partout. Oui, s'il n'y a pas d'enfants, c'est qu'il n'y a plus d'humains après. C'est pour ça que je vous parle du spectacle. On va revenir à Barbershop Quartet, mais c'est pour ça qu'on a eu des enfants dans la salle parfois. Dimanche dernier d'ailleurs, ils ont joué à 16h. Il y avait plein d'enfants. Hurlaient de rire, les gamins, ils étaient ravis. Et c'est génial de partager des émotions avec nos enfants. Bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, moi, je continue avec mes filles. Moi qui ai monté pas mal d'Offenbach, Offenbach, ça fait rire les deux à des moments différents. Ah oui, tout à fait. Il y a plusieurs degrés. C'est ça, c'est-à-dire que il y a du ridicule où les adultes ils disent bon, ok, c'est l'Offenbach, c'est un peu loufoque. Les gamins, eux, ils s'éclatent. Et puis ensuite, il y a des critiques de la société acerbe, un peu anarchiste comme il était. Bon, ça, les enfants, ça leur passe un peu au-dessus, mais les adultes se marrent. Donc donc ça veut dire que déjà à l'époque. Il y avait ça je sais pas, les gens, pourtant, je sais pas si à l'époque d'Offenbach, les enfants sortaient beaucoup voir des spectacles, mais je pense que oui, quand même. Les bourgeois, peut-être ils allaient avec leurs gamins, je sais pas. Comment c'était, ce serait intéressant de... Aucune idée, c'est vrai. Et il y a un Offenbach qui se joue en ce moment à Paris. Sûrement. Il y a un grand spectacle. J'ai des amis qui voulaient m'inviter, je sais plus. Ah oui. Mais quelque chose sonne. Ouais, c'est parce que comme mon sac est sur le siège, la voiture pense que quelqu'un... Oui, c'est ça. Oh là là. Elle a l'intelligence artificielle, voilà. On repassera. Ça reste artificiel quand même. Alors, faut pas exagérer quand même. Bientôt, ça j'espère que ça n'arrivera pas. Bientôt, la voiture nous dira vous avez une amende parce que, comme dans le 5e élément, vous avez brûlé un stop. C'est ça. Et notre propre voiture va devenir notre propre flic. J'espère que non. Mais fais attention, tu es en train de crier. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, après il y a un truc qui s'appelle la tolérance et il faut que les machines comprennent que si on n'est pas tolérant avec les êtres humains, ça va pas bien se passer. Oui, donc, mais quand ils auront pris le pouvoir, on pourra plus rien faire contre eux. C'est nous qui l'aurons dans l'os. Matrix. Voilà, c'est Matrix. C'est ça. On va finir dans Matrix avec des trucs. Mais peut-être qu'on y est déjà et qu'on ne sait pas. Ah non, mais moi je vous le dis, on y est. J'en suis sûre. C'est sûr que ça, on peut pas le prouver. Heureusement qu'il nous reste l'humour. Ouais. Il nous sauvera toujours de tout. C'est vrai. Est-ce que je peux vous dire un mot sur encore une Marilyn ? Ah mais bien sûr, mais tout ce que vous voulez. Alors je voulais juste parler aussi de ce spectacle parce qu'il va jouer que 4 fois. Quand ça ? Ça démarre le 8 février.
Oui. Et après, il y a le 12, 13, 14. Ok. Ça me ferait très plaisir que vous veniez. Ah bah oui, avec plaisir. Vous faites peut-être qu'on pourrait faire justement un sortie de scène. Ah ben, je serais ravie. En fait, ce que j'appelle un sortie de scène, c'est un épisode où on filme le spectacle. Ouais. On a des extraits qu'on met entre les questions, c'est toujours les mêmes, c'est très formaté. On fait des réactions du public et on fait ça sur tous les types de spectacles. Ce serait top. Et là, depuis un an, je commence à faire ce que je fais là, des podcasts où on se rencontre, on discute, on évoque notre activité, quoi. Hein. Ok. Mais et ça joue où alors? Eh ben, les Saillons. Alors, ok. Il faut que je dise, tant pis. Les Saillons, c'est devenu difficile pour moi d'y aller parce que ça a été compliqué avec une partie de l'équipe. J'y suis allé, c'est un des premiers théâtres où j'ai été il y a 3 ans. J'ai filmé énormément de spectacles là-bas. J'ai envoyé des gens, parce que j'ai formé des gens pour filmer aussi, qui sont partis là-bas et ça s'était bien passé. Et puis dernièrement, il y a eu plusieurs fois un gros couac. Et ils se sont mis, je pense, en tout cas, je suis plus le bienvenu là-bas. Et puis, je vais vous dire, moi, j'ai plus tellement envie d'y retourner non plus. Je comprends, mais c'est bizarre. Parce qu'en fait, honnêtement, jusqu'à présent, là, on a un peu changé notre modèle économique. On faisait ça gratuitement. Ouais. À perte. Ouais. Clairement. Et je me suis dit, non, mais parce que ce que je propose, c'est aux compagnies qui le souhaitent d'acheter les images de la captation en total, si elles le souhaitent, et elles sont pas obligées. Oui. Je filme pour faire mon épisode, je mets moins de 3 minutes d'extrait, mais j'ai tout en place avec mon matériel, ma qualité, etc. Mais c'est super si on a besoin d'avoir... Voilà, et si les gens veulent, je le vends, pas cher du tout. Ouais. Et je m'étais dit, je vais jouer sur la mutualisation, et sur le nombre, et je veux former plein de gens pour filmer plein de spectacles à Paris, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand c'est gratuit, les gens n'ont plus tellement de comportement respectueux. Je dis, c'est gratuit, bon. Et donc, on m'annulait. Le public gratuit aussi est difficile. Oui, mais voilà. Et donc, parfois, plusieurs fois dans certains théâtres, on m'a dit, non, c'est pas possible. Moi, je dis, d'accord, mais je suis venu, j'ai bloqué, j'ai une vie, en fait. Alors, j'ai bloqué ma date, et là, vous me dites non. Donc, je vais plus à Les Saillons, malheureusement, pour ça. Et pourtant, ils font des bons spectacles, j'aimais bien leur programmation. Je suis désolée, vraiment. Donc voilà, je le dis comme ça au moins. Et Barbara alors du coup moi je peux pas, on prendra rendez-vous avec la direction et on se mettra au point, mais moi pour l'instant je ne vais plus dans ce théâtre. Eux vous diront je pense la même chose, donc comme ça on est d'accord là-dessus. Je sais pas, mais je trouve ça bête parce que il me semble, je fournis des images, du contenu de bonne qualité. J'ai des caméras broadcast parce que j'ai ma boîte de prod où je fais du live en permanence. Je me suis spécialisé là-dedans. Okay. Je fais de la bonne qualité avec où je prends assez peu de place. Je mets tout je mets mes 3 caméras sur un seul pied, donc je prends 2 places dans les salles. J'ai filmé dans les 2 salles. Je mets un micro sur scène pour avoir un bon son parce que comme vous savez le son c'est fondamental. C'est super ça. Donc j'ai vraiment mis ça au point. Je m'installe en 20-30 minutes, mais évidemment si je peux être là plus avant, je préfère, comme ça je suis pas stressé. Si jamais il y a un problème technique, dès qu'on utilise la technique, il y a potentiellement des problèmes techniques. C'est ça. Donc je préfère attendre en ayant tout réglé que courir et me retrouver avec un problème 5 minutes avant le début du tournage. Enfin bon, là je vous raconte un peu la tambouille, mais voilà. Mais comme ça c'est bien, je parle aussi de ce qu'on fait avec sortie de scène et que je continue. Je me suis posé la question plusieurs fois, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête pas en fait? Et en même temps, ça permet d'avoir un peu, là on a quand même 300-400 spectacles sur la chaîne, avec vraiment de tout, de l'opéra. Alors on n'a pas tout, moi dans ma tête quand je me suis lancé ça, je me suis dit, je veux faire tous les spectacles d'Avignon. Je veux tout filmer. Ouais. Alors là, il va falloir se décatupler. Mais c'est ça en fait, j'avais commencé, j'ai plusieurs configs, je peux tourner dans 3 théâtres en même temps, avec 3 caméras. Trop bien. Et j'ai des gens que j'ai commencé à former qui peuvent le faire. Mais voilà, je commençais à mettre ça en place. Bon, mais je me rends compte que quand c'est gratuit ou qu'en tout cas on paye après que si on trouve les images intéressantes, les gens ils disent on l'annule, c'est pas grave. Et moi je peux pas, parce que moi je les paye les gens. Hein. Donc moi je me paye pas, mais je peux pas envoyer quelqu'un. C'est un manque de respect. C'est dommage. Ouais, mais après il dit oui, mais je savais pas, parce que le problème, alors, quand je suis à l'Opéra de Paris, j'ai un attaché de presse, une équipe de presse et tout, je suis accueilli, ils savent, tout est codifié, machin, paramètres. Parfois je leur dis non, c'est bon, tout va bien, juste c'est même trop, ça suffit, ça va, tout va bien, je connais bien.
Mais c'est très bien. Et dans les plus petites salles, ce que je comprends, ils ont pas l'infrastructure, mais comme je viens souvent justement, ils ont pas à l'avoir. Moi, c'est juste, je leur dis que je viens, c'est vu avec l'attaché de presse qui m'a mis des places de côté. Évidemment, si les places ont été vendues et qu'ils sont pas au courant, bon bah ils sont pas au courant. Mais si la salle est pas vide, est pas pleine et que je peux m'y mettre, voilà. Et donc c'est le boulot justement des attachés de presse de caler ça. Mais enfin, je comprends pas parce que c'est un plus. J'ai eu plusieurs choses pareilles au Lucernaire, dans plusieurs petits théâtres en fait. Mais c'est bizarre. Hein. C'est très étrange. Et dans des plus gros théâtres, ça se passe mieux. Ouais. Parce qu'ils ont plus de... Je sais pas pourquoi. Faudrait que j'essaie de me mettre à leur place. Et dans les petits, ils ont peut-être peur que ça gêne, que ça prenne trop de place, que ça se voit trop. Je sais pas, moi non plus, j'ai pas d'explication, mais c'est désolant pour le. Bah ouais, l'idée vraiment, hein, c'est de. Parce que ça aurait été bien. J'en ai fait beaucoup, hein, les Saillons. J'avais fait beaucoup de spectacles là-bas. Donc voilà, si vous en parlez au directeur, à Michel, ou à Marie-Jo. Vous leur dites, pour essayer de comprendre, comme ça vous me dites au moins quel est le problème. Mais moi je veux plus revenir là-bas parce que 2 fois j'y suis allé, on m'a mis dehors. Donc il n'est pas question d'y retourner dans ce cas. Voilà. Je vais leur poser la question, on verra. Enfin bon bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est parce que c'est un métier difficile. Et en fait, il y a tout un tas de contraintes. Et ce que je comprends aussi, c'est que il y a comme on peut se tromper et se planter très facilement, pas mal de gens se couvrent. Et je peux comprendre ça, mais au dépend de qui. Et au bout d'un moment, moi, je comptais un peu sur la mutualisation. C'est pour ça, maintenant, je fais un truc payant. Et donc, je leur dis, vous me payez ma venue, et comme ça, si vous m'annulez, bon, bah, tant pis pour vous. Moi, je fais payer pas cher du tout. Hein. Je fais payer 90 € pour venir faire le reportage. C'est même pas le prix du transport. Mais c'est un truc pour... Voilà, oui, mais c'est un petit engagement. C'est ça. Parce que si c'est quotidien qui vient, là ils seront bien reçus. Mais sinon non. Et je pense qu'aujourd'hui justement aussi avec Internet, ça c'est un des bienfaits, c'est qu'on va toucher moins de gens avec les blogueurs, les choses comme ça, mais plus ciblés aussi. Quotidien évidemment qu'il y a plein de gens qui regardent, mais il y a plein de gens qui vont pas aller voir le spectacle. Donc il y a un côté, enfin bon, c'est un exemple. Après c'est tellement d'audience que c'est de toute façon intéressant. mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont pas connus du grand public, mais qui ont un cheptel de fans très solide, c'est vrai, et qui leur permettent de jouer toute leur vie en fait. Ouais, c'est ça, ils les suivent et ils sont Parce que c'est ça dans les grands médias aussi, il y a des gens qui sont connus à une époque, puis ensuite on les oublie. Oui, de toute façon dès qu'on passe plus à la télé, c'est comme si on était mort, enfin on disparaît. Hein. Moi ça m'arrive très souvent qu'on me dise vous faites plus ce métier, quel dommage. Ah oui, c'est ça. Alors que j'ai jamais autant bossé. mais comme je suis une autre branche, voilà, la télé c'était bien, mais j'ai pas voulu continuer à faire ça. Pourquoi ? Pour tout un tas de raisons. D'abord parce que j'ai élevé 3 enfants. Non, mais c'est que si on le fait pas, il y aura plus d'humains sur Terre. Voilà. Non, mais aussi parce que c'était pas la principale raison, parce que j'ai arrêté avant de les avoir. En fait, ça correspondait pas à mon rêve. Oui. Moi, ce que je voulais faire, c'était être sur scène, monter des pièces, raconter des histoires. La télé m'obligeait. Alors certes, c'était des sketchs, c'était quand même, mais c'était tellement formaté que j'étais bloquée dans quelque chose dont je me suis lassée. Oui. Au début, j'ai trouvé ça formidable et je me suis beaucoup amusée, mais ça a quand même duré plus de 15 ans. Ah oui, donc au bout d'un moment... j'avais l'impression de faire tout le temps la même chose, de tourner en rond. J'avais besoin d'être sur scène avec d'autres gens, d'écrire des pièces, de faire de la musique, enfin, d'ouvrir mes fenêtres. Oui, bien sûr. Et j'étais coincée, la petite rigolote sympa, c'est super, et j'ai fait mon trou comme ça, et c'était formidable. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Et puis cette pression permanente, le fait d'écrire toujours dans l'urgence, la dictature du gag, tout ça, je pouvais plus, quoi. Ça m'oppressait terriblement. Donc j'ai arrêté de mon plein gré en me disant c'est pas grave, je vais peut-être en chier un peu au début, mais je finirai bien par réussir à faire ce que je veux, ce qui a été le cas, donc c'est cool. Et c'est vrai qu'il y a
Après, c'est ça aussi le côté professionnel, hein. Mais il y avait une expérience qui avait été faite avec des étudiants, je la raconte souvent, c'est qu'ils avaient, donc ils ont pris un amphi de 200 étudiants, ils en ont pris la moitié, ils leur ont dit si vous résolvez cette équation du troisième degré, vous gagnez $200. Et l'autre moitié, ils leur ont dit si vous résolvez cette équation du troisième degré, je vous dis bravo et je vous serre la main. D'après vous, quel est le meilleur résultat? Les $200, évidemment. C'est ceux à qui on a serré la main. Ah bon? Oui. Ah, oui, alors voilà, je me suis fait avoir alors. Parce que il y a tellement de pression qu'ils perdent leurs moyens. Ah. Et en fait, un professionnel, c'est quelqu'un qui ne perd pas ses moyens avec la pression. Absolument. Et donc, parce que faire rire sa famille et ses amis à table, un dîner, quand tout le monde est content de nous voir et qu'ils nous ont pas vus depuis... tout le monde est bourré, surtout. C'est ça. Mais on peut être très drôle. Hein. Il y a des gens qui sont extrêmement drôles parce qu'ils se sentent bien. Il y a des très bons comiques de dîner. Mais c'est ça. Il y a des comiques de dîner formidables. Parce qu'ils se sentent bien, etc. Et qui sont drôles en plus, vraiment. Très drôles. Mais parce qu'ils n'ont pas de pression. Voilà. On prend les mêmes, on les met sur une salle devant 1000 personnes et qui ont payé leur ticket 45 €. Là maintenant. Mais c'est comme il y avait un film de Woody Allen. Alors je vais me rappeler du titre. Woody Allen. Il chante dans sa douche. Il rencontre un gars qui a une voix extraordinaire, mais il peut pas chanter ailleurs que dans la douche. Alors il le fout dans une douche sur scène. C'est ça. Quelle idée géniale. Vraiment génial. C'est vrai. Magnifique. Ah oui. C'est ça, c'est un métier et c'est un métier qui s'apprend et dans lequel on évolue tout le temps, comme dans, je suppose, beaucoup de métiers, mais on évolue, non seulement on évolue en performance et en travail, mais on évolue sur notre propre personne aussi, vraiment. Oui. Ça opère vraiment des changements de personnalité très forts. Et on doit travailler avec les autres. Et c'est vrai que, encore une fois, ce que je disais, c'est un métier difficile, c'est un métier dangereux, tout est relatif. Hein. Oui, mais on peut laisser, en fait, c'est un métier dangereux parce que si on est dans la réussite absolue, on peut perdre les pédales et à ce moment-là devenir... il y a des exemples, on ne citera pas de nom. Plus ou moins abject ou méprisant. Voilà. Oui. Mais si ça marche pas, on peut aussi tomber dans l'aigreur, dans le pathétique, on peut en vouloir, on peut être vraiment très malheureux d'avoir perdu ce rêve. Enfin bon, c'est un métier... Justement, on peut être tout, on peut être Dieu et une merde le lendemain. Ouais. Il faut savoir avoir le recul nécessaire pour laisser. On n'est ni l'un ni l'autre, bien évidemment, mais on le sait pas ça quand on démarre. C'est vrai. Il y a tellement des moments galvanisants de gloire où on se sent plus, et puis des moments où on n'est plus rien et où on est désespéré, on voudrait crever. C'est fou ces montagnes russes. C'est vrai. Et arriver à apprivoiser ça, c'est très difficile. C'est vrai que quand on s'est fait applaudir par 1000 personnes et qu'on rentre après dans sa chambre d'hôtel tout seul. C'est ce qui m'est arrivé moi pendant des années avec le One Woman Show. C'est dur. Ça marchait bien, je faisais des grandes salles et j'étais toute seule. Je me suis vue finir comme ça, vraiment, j'ai eu très peur. Ouais. Non, mais faut en parler de ça aussi parce que c'est difficile. Hein. Moi, mon plus gros projet, c'était un opéra quand j'étais très jeune en plus. J'avais 26 ans tout juste et j'avais fait L'Enfant et les Sortilèges au Théâtre du Capitole à Toulouse. Et pour moi, le soir de la Générale allait être le meilleur moment de ma vie. Ou en tout cas de ma vie jusque-là. Et à ma grande surprise, c'était le pire. Parce que déjà, le soir de la Générale, surtout à l'opéra, ça y est, c'est bouclé quoi. Ouais. C'est pas maintenant qu'on va changer quelque chose. On va rien changer. Donc là, ça y est, c'est acté, voilà, c'est fait. On n'a plus du tout besoin de moi. Oui. Et à un moment, on se sent orphelin. Pardon, j'ai oublié de l'éteindre. Pas de problème. Oui, on se sent orphelin, mais je comprends. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je lâche pas moi mes spectacles parce que j'ai peur de me sentir orpheline. Mais me sentir comme si de laisser partir des enfants qu'on ne revoit plus. Mais vous avez c'est aussi une des raisons pour lesquelles je lâche pas, je crois. C'était très égoïste. Vous avez raison, c'est bien. Il faut. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui pense pas à moi. Oui, tu la connais ça, celle-là. Elle est absolument excellente. Je note aussi. Mais c'est vrai que... Moi, je crois qu'il y a une chose qui m'a fait arrêter aussi, vous me posiez la question tout à l'heure, et après on n'y reviendra plus, mais arrêter les médias et tout ce qui faisait que j'étais célèbre à l'époque, c'est qu'un jour, je me suis vue
je me suis vue comme si je me regardais piquer une crise parce que j'étais pas invitée dans une émission où il y avait tous les comiques. Et il n'y avait pas moi. Ah oui. J'ai pété un câble parce que moi, ce que je voulais, c'est être vue et entendue tout le temps. Ah oui. Et c'était une quête permanente qui faisait que je roulais comme un hamster dans sa roue, là, tout le temps. Et d'un coup, c'est comme, je suis évincée, on pense pas à moi. Et j'en étais malade. Et je me suis vue... Oula. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Je chialais dans mon lit. Normal. Ah ouais. De rage. En fait, on s'habitue. De rage. Et on trouve ça injuste que ça s'arrête. Injuste. Ouais. Je me suis dit, mais non, mais tu deviens complètement folle, ma pauvre vieille. Ouais. Mais c'est normal. C'est pas une vie, tu vas pas vivre comme ça. Et en fait, c'est normal de réagir comme ça. Mais oui. Parce qu'on s'habitue à quelque chose et d'un coup on l'a plus, on se dit mais comment ça, pourquoi? Je me suis fait peur. Je me suis dit mais c'est quoi cette quête? Mais ça vous a sauvé. Ouais, je me suis dit, c'est quoi cette quête? Mais déjà, je dormais plus, je devenais zinzin. Tu vas pas avaler 15 cafés par jour, courir partout, mais pourquoi? Tu vas y laisser ta peau, tu étais toute seule, j'étais seule comme un chien. Ouais. Et surtout, j'avais pas de mec non plus, parce que comme je faisais que bosser, les rares petits amis que j'arrivais à choper, au bout d'un moment, très vite, ils en avaient ras-le-bol, ils me voyaient jamais. Bah oui. Et puis, des fois, ils avaient des métiers normaux. Ouais, encore pire, ils se levaient le matin. Moi, je dormais. Bah Et le soir, ils allaient se coucher. Et moi, je jouais. Alors, bon, bref, tout ça pour vous dire que... Mais il y a des tas de gens qui s'en sortent très bien avec tout ça. C'est pas du tout une règle générale. Il y a des comédiens qui sont parfaits, qui savent très très bien gérer, d'être tout le temps dans la lumière et courir après le... Et il y en a qui dosent aussi, qui savent bien gérer justement... Voilà. C'est-à-dire que moi, j'étais au service des missions. J'étais pas invitée dans... Aujourd'hui, je suis invitée, j'ai de la chance. Ouais, c'est ça, c'est le mieux en fait. Voilà, c'est le mieux. Je suis moins invitée, on me voit moins. Mais je suis invitée pour parler de mon travail et c'est génial. Mais être au service d'une émission, c'est corvéable à loisir, hein. Voilà. Et du coup... on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Est-ce que ça vous embête pas? On s'arrête ici? On est juste à côté? On est parfait ici. Parce que j'ai peur, si je vais là, de me retrouver loin, ailleurs. Là, vous pourrez que refaire le tour, en fait. Après, je vais là. Ce qui n'est pas juste à côté non plus. C'est plus loin que ce que je pensais. Non. Je vais m'en aller. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Mais moi aussi, c'était un très joli moment. Je vais me mettre là. Alors, je suis désolée parce que du coup, vous viendrez pas voir mes barbeurs. Ou à moins que les Saillons disent mais en fait, je sais pas, hein, on peut espérer. On leur demande. Les Saillons, moi j'aime bien votre programmation et ça s'est bien passé pendant 2 ans. Donc on continue qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive? Voilà. Vous venez en spectateur et puis voilà, juste pour voir. Vous enlevez la moustache, on vous reconnaîtra pas. C'est ça. En tout cas, portez-vous bien. Bonne actualité, bonne activité, tout ce que vous faites. Vous êtes tellement pleine de vie et je pense que... je m'amuse. Quand je m'amuse, ça va. Quand je m'amuse plus, je m'en vais. C'est ce qu'il faut faire. Voilà.